j'allais dire transat, mais pas du tout, j'avais des brancards, des transats vers la salle d'opération, alors vous pouvez marcher pour aller, mais ils tiennent à ce que vous soyez déjà en train de rouler et donc dépendant. Et donc voilà, il y a eu au départ c'était un peu un hasard et ça s'est transformé en besoin. Et en fait, à force de collecter des images, parce que je pense que tous les artistes sont plus ou moins collectionneurs, en tout cas collectionneurs d'images, et du coup d'avoir ces images-là et de les mettre en parallèle avec des images que j'avais filmées des années auparavant, je me suis rendu compte qu'il y avait des coups complètement bizarres et qu'en fait j'étais dans une sorte de fil rouge et de connexions étranges avec des projets passés. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers le film. Le film, ça a été tout du long, ça a été une thérapie. Enfin, là, vous dites que ça vous a aidé mais plus aussi réaliser ouais, donner du sens, en fait. Je pense donner du sens. Je pense que dans tout ce qui nous arrive, toutes les difficultés de ce qui nous arrive, les épreuves de la vie, en fait, on cherche du sens. Il y a des choses qui sont très injustes. La maladie peut sembler très injuste, la mort peut sembler très injuste pour ceux qui restent, surtout quand ça arrive à des âges jeunes. Moi, j'avais 31 ans. Bon, quand c'est sa propre maladie, on la gère parce qu'on n'a pas le choix, on est en mode survie. Quand c'est vos proches qui doivent gérer ça, c'est très douloureux aussi. Mais donc, la maladie, généralement, n'impacte pas que la personne malade, mais aussi son entourage. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important aussi à prendre en compte. C'est pour ça que moi aussi, de mettre dans les mains la caméra, derrière la caméra, vous avez ma soeur, mon mec, vous avez mon père, ma mère. Donc, je ne le mets pas forcément en avant. Mon meilleur ami aussi, c'est lui qui m'interviewe, qui est de Londres, avec qui j'étais avant-hier là-bas. Et du coup, c'est aussi ça, il y a cette dimension de thérapie, mais pas seulement pour vous, aussi pour finalement ceux qui font partie du projet. Et c'est vraiment l'idée de donner du sens à la maladie. Je pense que c'est la même chose, la religion peut donner du sens. Certaines autres personnes vont se tourner vers la religion pour donner du sens. Moi, je me suis tournée vers là. En fait, c'est très longtemps, cette chose qui était avant la maladie, en fait. Toutes ces pièces que vous avez réalisées, ça prend une autre dimension, en fait. Complètement, ça prend une autre dimension, mais aussi tu peux aller moins vite, hein, Tatiana, je vois. Et je vois juste les changements de lumière, je me dis, wow. C'est toi en fait, t'es en train de zapper. Là, je cherche ce que tu dis. J'essaye de chercher des images en cohérence avec ce que tu dis. Et du coup, en fait, il y a deux manières d'interpréter ça. C'est soit on se dit que c'est moi qui ai créé la maladie comme une œuvre à l'intérieur de moi. Non, mais je me suis posé cette question. Et en fait, je me suis dit, c'est trop culpabilisant. J'ai pas du tout envie de prendre cette version-là. Je préfère prendre les faits que non, c'est la l'empathie, effectivement, elle est là en moi et qu'est-ce que j'en fais. Mais j'aurais pu aussi me dire à un moment donné, je me suis posé cette question-là. Je me suis dit, je suis sculpteur. Et tout d'un coup, j'ai de la matière à l'intérieur de moi, une boule qui se crée. Je dois la sortir. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais de la création. Donc, on peut aussi partir dans ces métaphores-là qui font du sens, qui sont horribles et belles à la fois, mais elles sont trop culpabilisantes, je trouve. Donc, du coup, j'ai plutôt décidé de me dire, c'est un hasard, comme la serendipity, c'est un mélange entre le hasard et l'intuition. Peut-être que j'ai intuitivement su quelque chose qui allait m'arriver plus tard, je ne sais pas. En tout cas, le hasard a fait que c'est arrivé, et donc, quand le hasard rencontre l'intuition, c'est ça qu'on appelle la serendipity, et c'est là que j'ai décidé d'en faire un film, mais aussi un livre. Et toutes les images du film, c'est il y a des images d'archives. Toutes les images que j'ai prises, elles ont été prises. Écoutez, les 20 images de fois des essences ou des travail sur la création, toutes les œuvres qu'on voit dans vos films, elles se sont produites après votre maladie? Non, avant la plupart. Avant. Ouais. Ouais, la plupart avant en fait. La seule qui n'a pas été produite, c'est celle-ci. Puisque celle-ci, c'est ma catharsis. C'est-à-dire quand j'ai fait la fin de la chimio, on va dire, j'ai voulu célébrer
avec un rituel, parce que je pense que le rituel est très important en général, que ce soit pour certains à travers la religion, pour d'autres à travers même des rituels de superstition ou quoi que ce soit, mais de pouvoir transférer la peur de la maladie ou de remercier pour une guérison ou pour espérer une guérison. En fait, on peut faire un transfert vers un ex-voto, ce qu'on retrouve dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de religions, dans beaucoup de traditions, et ce depuis des millénaires dans l'histoire de l'humanité. C'est des petits objets votifs dans lesquels on transfère son espoir de guérison ou un remerciement. On en trouve dans des temples, on en trouve dans des églises partout dans le monde, que ce soit au Brésil, en Italie, etc. Moi, j'ai décidé de faire mon propre ex-voto à travers cette sculpture à laquelle, en fait, j'ai symboliquement cassé le sein parce que j'avais l'impression d'être devenue la sculpture pendant ces années de reconstruction et que je voulais redevenir sculpteur et donc symboliquement de casser le sein moi-même avec mes outils de sculpteur et d'avoir tous mes proches qui m'avaient soutenu pendant la maladie, qui étaient là et qui allumaient des bâtons d'encens comme des aiguilles d'acupuncture, comme un rituel de passage, un rite de passage en fait. Et parce que j'avais rêvé depuis longtemps de faire un truc sur la Hudson River, j'ai fait voyager sur la Hudson River, on a fait ça au milieu de la rivière aussi parce qu'il y a quelque chose de très symbolique dans l'idée d'une rivière et l'idée d'un voyage aussi. Donc, je ne sais pas si ça doit être la même chose pour vous, mais moi, ma manière de travailler, c'est beaucoup des associations d'idées, des métaphores, des symboles. Faut qu'il y ait de la poésie dans ce que je fais, même si ça n'a pas le mot de poésie, ou que je serais incapable d'écrire de la poésie, mais disons que la métaphore, la symbolique, les associations d'idées sont hyper importantes pour moi. Donc, il faut que ça fasse sens à ma manière. Mon puzzle se construit au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je décide de créer une œuvre, mais aussi de la faire voyager ou de la faire vivre comme les Terracotta Daughters, qui sont cette armée de terre cuite, taille humaine, de petites filles inspirées de mythes vraies, petites filles chinoises que j'ai rencontrées. Ensuite, j'en ai fait 100 mythes différents. Voilà pour voilà. Merci Tassira. Le fait de les faire voyager et de les enfouir était aussi important pour moi que de faire les œuvres elles-mêmes et de les enfouir en Chine. Il fallait que ça fasse sens, elles auraient été enfouies n'importe où, ça n'aurait pas eu la même cohérence pour moi. Donc ça, cet aspect de me raconter une histoire, mais de la même manière que je la raconte aux autres, est hyper important. En gros, il y a un truc que j'ai pas compris dans le film, c'est la scène avec le lac et le demi-bouteille qui est là. Ah oui, très bien. Oui. Alors, c'est une très bonne remarque. C'est parce que justement, c'est parce qu'elle est abstraite qu'on a décidé de la mettre en introduction. Et parce que elle est mystérieuse, mais elle est cohérente pour être là. Donc j'aime beaucoup cette question parce que ça me permet de vous l'expliquer. Il y a plein de couches là-dedans. C'est un projet qui s'appelle Anima, que j'ai fait juste avant d'apprendre que j'étais malade, c'est-à-dire que je portais en moi la tumeur sans le savoir quand j'ai fait ce projet. C'était dans la jungle mexicaine. Je suis partie dans le Chiapas avec une anthropologue et en fait, je suis partie rencontrer les Lacandons, qui sont une tribu maya, qui chaque nuit se transforment en animaux. Et moi, j'ai eu une vision où je me transformais en fait en serpent et j'avais une mue de ma peau. Et cette mue, en fait, juste après, j'ai appris que j'avais le cancer. Et en fait, le serpent, j'ai fait toutes ces associations d'idées après, mais c'est le caducée des pharmacies, donc de la guérison. Et en fait, cette exposition que j'ai faite, c'est que ça a vraiment ouvert. J'avais déjà le cancer, la tumeur en moi, je ne le savais pas. Et en fait, il y avait comme un rite de passage, justement, dans cette exposition, où tu passais à travers un tunnel qu'on avait créé au cœur de Brooklyn, à New York, dans l'endroit où j'ai mon atelier. Il y a un grand espace d'exposition au sous-sol. Et en fait, on a créé comme une forêt, avec un lac qu'on avait recréé à l'intérieur, avec une âme comme un fantôme qui se baladait au-dessus, parce que anima veut dire l'âme en latin, et comme en même temps... C'est vraiment une
C'est physique, ce spectacle. Ouais, c'est un élément magique en fait que j'ai fait avec un artiste associé au 104 que j'avais rencontré. Et là, l'anthropologue avec qui je suis partie est aussi anthropologue de la magie, Valentine Lesso, elle fait aussi elle est aussi magicienne. Donc c'était un élément magique. Ouais. Voilà. Mais c'est effectivement la partie la plus abstraite. Et en fait, si on l'a mis en entrée, c'est aussi parce que c'est presque comme un spermatozoïde qui vient féconder, donc c'est le début de l'histoire. On est entre la mort et la création. Donc, mais c'est fait pour que ce soit abstrait, donc merci de cette question. On me voit passer dans le tunnel, tu vois, il y a ce côté très... Et on termine là-dessus aussi. Et c'est le moment de... C'est au moment où justement tu avais le masque avec les pièces de hallucinogènes. Tu vas leur faire mal aux yeux, Tatiana, t'inquiète, je cherche pas, c'est trop compliqué. Laisse-moi 5 secondes sur chaque photo, que tu puisses kiffer chaque photo. C'est trop investi là. Non, il faudrait que tu aies l'ordinateur, sinon la prochaine fois, on s'associe, la prochaine fois on s'organise. Ouais. Pardon, tu voulais compléter la question? Oui, j'ai posé des questions, Non, mais là, il n'y a pas aucun problème, nous sommes dans ça. J'aimerais bien savoir la temporalité qu'il y a eu entre ta maladie, le moment où tu fais ta reconstitution mammaire, Ouais. et il propose l'espèce de truc prototype bovin, et ton travail sur les vaches. Parce que là, on a juste, c'est ouf, quand tu as posé sur les vaches, et là tu arrives sur un truc tout nouveau qui est fait à partir des vaches. Les vaches, je les ai sculptées en 2010. Début 2010, je les ai posées dans la rue fin 2010. J'ai fait l'expo début 2011 à Paris. Et ce qui m'est arrivé là, à continuer tout ça, on est en début 2017. Ouais. Donc c'est genre 7 ans plus tard. Ouais, très bizarre. Ouais. C'est de l'art prémonitoire. Non, et puis du coup, ce qui est bizarre, c'est qu'en plus, c'est la reconstitution du sein, alors qu'il y a cette sculpture qui est, tu sais, un sein pile de vache. Ça y est, tu n'allais pas. Je l'ai su. Un sein pile de vache, et qui du coup, je l'ai fait en porcelaine et en verre aussi, et qui du coup est encore plus prémonitoire. Et que j'ai fait, ce que j'ai sculpté en 2010. Comme des œuvres. Alors non, ça, les œuvres avec les flèches, c'est après. Ouais, ça c'est vraiment, c'est comment c'est aussi, tout ça, ça m'a inspiré. Ça, c'est quand même quelque chose qui arrive à une femme sur 8. Encore le chiffre comique qui se retrouve beaucoup dans mon travail. Et en fait, quand la maladie m'est arrivée et que je me suis dit qu'est-ce que j'en fais, le film c'était pour m'aider d'une certaine manière puisque j'étais là et je filmais. Sauf qu'après je me suis dit mais mon film en fait il est quand même assez abstrait. C'est-à-dire c'est un film plus contemplatif, c'est pas un film explicatif pour dire alors quand vous partez à votre chimio, prenez ci, prenez ça, prenez ça. Donc ça aide peut-être d'une certaine manière des femmes qui passeraient à travers ça, mais il manque quand même un truc je trouve. Pour l'aspect qu'est-ce que tu emportes avec toi dans la salle d'attente en fait. Donc je me disais j'ai pas accompli ma mission jusqu'ici. Et quand j'ai fait l'exposition au Bon Marché et qu'on m'a proposé ce lieu qui est hyper complexe techniquement parce que tout doit être en suspension, j'ai décidé de refaire une sculpture que j'avais faite en 2000. Après la maladie déjà, mais en 2019, dans une exposition qui s'appelait Catharsis, qui était autour de l'Amazone, que vous avez vu sur la rivière, où je reprenais plein de sculptures autour de l'idée de Catharsis. Et du coup, c'était 108 flèches qui allaient vers une cible qui était à échelle humaine, tu vois, pas très loin. Et je me suis dit, tiens, puisque tout est en suspension, je vais le refaire en immense. Et je l'ai fait, du coup, avec 888 flèches, une cible de 4 mètres, etc. Sauf que ces flèches, qu'est-ce que t'en fais après quand tu as 888? Et je me suis dit, en fait, on va toutes les vendre, mais même pas au prix d'une lithographie. Donc, c'est une édition, elles sont numérotées, signées et tout ça. Et tout l'argent va aller à financer, à prix coûtant à l'éditeur. Moi, j'avais de toute manière faire ce livre que j'avais en tête, mais qui m'a mis tellement longtemps à sortir, qui était plus un livre pratico-pratique, qui s'appelle Aux Amazones, et qui était avec tous mes bons plans que moi j'aurais aimé avoir quand je suis tombée malade.
et que j'ai mis 2 ans à sortir parce que ça c'était super relou, ça m'obligeait à repartir dans la maladie alors que j'étais complètement sortie. Donc j'ai vraiment, ça c'était un accouchement difficile. Et, mais je suis allée jusqu'au bout, je tenais à aller jusqu'au bout. Et je me suis dit, bon bah ok, l'éditeur sympa, il en sort 5000, mais en fait, ça reste payant. Et même si j'ai harcelé l'éditeur pour que ce soit le moins cher possible, on a réussi à sortir un livre vraiment pas cher, tout en ayant un truc beau, parce que je suis artiste et que je voulais quand même faire quelque chose de beau, mais hyper accessible. Mais ça hyper accessible, voilà, tout est relatif. Et donc, ces flèches ont servi à fabriquer, à prix coûtant 20 000 bouquins, et à distribuer 20 000 bouquins à travers les ERIX, les assistantes sociales des hôpitaux, à travers la France, Martinique, Belgique, plusieurs pays francophones, parce que je l'ai fait en français. Parce qu'en anglais, c'était pas juste traduire en anglais, c'était aussi traduire le système médical, c'est pas du tout le même en Bretagne qu'aux États-Unis, et j'avais été moi soignée en France. Donc voilà, ça a servi à faire ces 20 000 bouquins en plus. Et en plus de ça, on en a sur les 20 000, ouais, on a au moins 5 000 qui sont partis dans les médiathèques parce que, à travers la France, parce que les médiathèques, bah, c'est 5 000, c'est pas 5 000 femmes, tu as peut-être 30 femmes qui peuvent l'emprunter. Donc c'est vraiment, ça coûte rien. Voilà. À la relation au lieu, on a vu travailler sur la rivière, en Chine, en Inde. Ouais, la rivière c'était en Inde, ouais, effectivement. La terre c'était en Chine. Et même votre dernière œuvre, celle de l'Amazon, là sur la rivière. Ouais. Vous choisissez le lieu et vous décidez ce que vous voulez faire à partir du lieu. C'est l'inverse, c'est vous décidez de ce que vous voulez faire et vous trouvez le lieu qui correspond à ce que vous voulez faire. C'est une super bonne question. Et je dirais que ça dépend. Ça dépend des projets, en fait. Là, par exemple, je suis invitée au Château Lacoste, qui est à Aix-en-Provence, qui est un lieu où il y a beaucoup d'architecture, justement. Je vous ai mis des petites photos. Et ça, je les là, je suis obligée de dire que je connais. Ouais, c'est vraiment à la fin, après tout ça. Voilà. Donc là, par exemple, tu as un terrain, là, tu as des projets Anima. Ah, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le Château Lacoste. Et là, j'avais une sculpture en tête. On m'a proposé ce lieu de proposer quelque chose. Cette sculpture, ça faisait des années que je voulais la faire. Et elle m'a semblé faire sens à cet endroit-là. Donc là, c'est vraiment une rencontre entre les deux où le lieu fait sens avec l'idée que j'avais déjà. Après, tu développes en fonction du lieu, c'est-à-dire qu'on a essayé de tout faire en mode local et en terre crue, à partir de l'île de terre crue, etc. Pour l'Amazone, je ne savais pas qu'elle allait aller sur la rivière. J'ai fait la sculpture et puis j'avais trouvé un atelier gratuit par un mécène qui m'avait filé un énorme hangar au bout de Melvillard, qui est là où on construit les bateaux. Donc j'étais au bord de la rivière et pour moi, j'avais en tête de faire un projet sur la rivière depuis longtemps. Donc en fait, pareil, il y a eu cette rencontre entre deux endroits. Ensuite, Terracotta Daughters, clairement, j'ai fait l'armée avec comme but ultime de l'enfouir en Chine dans un lieu tenu secret. Pour moi, il fallait que ce soit en Chine, mais ça doit être n'importe où en Chine. Pas à Taïwan, on s'entend, ce n'est pas la Chine. Et même à Hong Kong, qui, je l'espérais, ne serait pas la Chine. Et donc pour moi, c'était vraiment mainland China, dans un lieu tenu secret, jusqu'en 2030. Mais après, je m'en fichais où est-ce que c'était, puisque le but, c'était déjà de réussir à le trouver, ce qui était impossible de la part de tous les gens que j'écoutais en Chine. Surtout que je ne voulais pas d'échange d'argent, moi je ne pouvais pas. J'avais 25 ans, je ne pouvais pas ni financer ça, ni en plus, je ne peux pas être propriétaire en Chine, puisque même chez moi, je ne peux pas être propriétaire, c'est le gouvernement qui l'est, ils n'ont que des baux, des bails. Mais pour moi, le fait de l'enfouir en Chine était une évidence, il fallait que ça se passe. C'est-à-dire que j'ai même, quand je me suis dit, tiens, je vais faire un tour du monde, je me suis dit, ah bah non, si je fais un tour du monde, il y a un risque, parce que je pourrais peut-être, ils me diront que je ne peux pas la re-rentrer en Chine, parce qu'ils ne vont pas accepter l'armée autour. Donc j'ai dû penser en fonction de faire une exportation temporaire avec un tampon, être super en avance pour pas que, de manière, aux yeux de la loi chinoise, j'étais dans mon nom. Donc ils ne pouvaient pas me la refuser. Donc ça, par exemple, c'était une chose. Ensuite,
la rivière en Inde, cette sculpture géante qui était géant, en fait, qui faisait 6 mètres de haut, qui était un hybride entre la vache sacrée et la petite fille. Celle-ci, pour moi, c'était une évidence de le faire à cet endroit-là, avec ces artisans-là à Kumartuli, qui est donc ce lieu d'artisanat au nord de Calcutta, au bord du Gange. Et eux, traditionnellement, chaque année, ils font Durga Puja, qui est cette célébration avec cette procession. Donc moi, j'ai juste rejoint cette procession, mais effectivement, j'avais cette idée depuis le début, mais j'ai fait... C'est des rencontres, en fait, entre l'idée et le lieu. Et après, il y a le hasard, c'est-à-dire que, par exemple, j'avais aucune idée de Calcutta, où dormir, avec qui faire ça, quoi que ce soit. Je vois juste, en faisant des recherches, je tombe sur ce village d'artisans qui fait que de la terre crue. Je me dis un jour j'irai là-bas, je fais ce projet en Inde, je me dis bah tiens il faut que j'y retourne parce qu'en fait le résultat du recensement homme-femme est le pire depuis 10 ans, même 30 ans depuis qu'ils ont découvert cette problématique-là, donc en fait il faut que j'y retourne après le projet que j'avais fait à New Delhi et je décide d'aller à Calcutta. J'appelle la seule copine que je connaisse qui avait passé 6 mois à Calcutta et elle me dit tiens appelle mon copain qui voilà, dont toute la famille est là-bas. Je l'appelle, j'habite à New York à ce moment-là, le type me dit ah mais je viens d'atterrir à New York. Merveilleux, alors j'appelle un numéro indien. On se rencontre le jour d'après et il me dit bah en fait là tu me parles de Kumartuli et j'habite à 3 minutes à pied de Kumartuli et je viens de monter une résidence d'artiste, tu seras la première. Donc en fait j'ai fait tout le projet avec sa famille, avec le prêtre de la famille, le prêtre hindou de la famille parce qu'il faut être suivi par un prêtre pendant la procession. Et en fait toutes les sculptures traditionnelles de Durga Puja sont commandées par des familles du lieu. Et en fait, j'ai fait la même chose, mais par serendipity, quoi, par hasard. Donc, mais c'est pas que du hasard, c'est aussi d'être à l'écoute. Comme par exemple, ce que personne ne sait, c'est que sous terre, en Chine, il n'y a pas les 108. Il n'y en a que 107, parce qu'au dernier moment, j'ai décidé d'en garder une dehors, parce que j'ai appris au dernier moment qu'il ne fallait pas, quelqu'un m'a dit, et peut-être qu'il se trompait, mais j'ai voulu l'écouter, qu'il ne faut jamais enfouir une représentation de quelqu'un existant, de quelqu'un vivant. Et toutes les sculptures sont que on appelle ça les combinaisons entre celles existantes. Il n'y en a aucune qui est vraiment issue, un portrait d'une vraie petite fille existante, parce qu'elles ont été toutes retouchées. Il n'y a que mes 8 originales qui sont vraiment les portraits des petites filles, sauf une, parce que l'artisan Xian Fang avec qui j'ai collaboré avait décidé de faire un portrait de sa petite fille. Et donc là, j'ai dit, ah non, on ne va pas mettre ta petite fille sous terre, ça porte malheur. Et donc on l'a laissé dehors. Donc voilà, c'est comment aussi tu choisis le lieu, mais aussi tu écoutes les histoires, et aussi en fonction, tu es à l'écoute et tu es dans la flexibilité. Et sur. Je sais pas sur la notion d'échelle, ouais. Parce que les petites filles, elles sont à l'échelle. Ouais. Mais il y a beaucoup de monumentalisme. Ouais. Et je voulais savoir pourquoi et si c'est un choix ou si c'est venu comme ça ou si c'est parce que vous aimez travailler grand. J'aime bien les deux. J'aime bien les deux. Par exemple, il y a un projet qui vient de passer qui s'appelle Félix, qui est le projet sur les personnes non-voyantes, que j'ai exposé là en septembre dernier à la Galerie de Tampon à Paris. Et ce projet-là, c'était le projet le plus intime possible à échelle humaine, puisque c'était juste moi, une personne qui posait, que je venais non pas sculpter avec mes yeux mais avec mes mains, et la personne qui filmait. Et moi, j'ai jamais vu les personnes que je sculptais, ni avant ni après, et j'ai pas vu non plus le résultat. J'ai exposé toutes mes œuvres en noir, elles ont été vendues, je sais même pas, je les ai pas vues. Je sais pas si elles sont bien. Et le collectionneur non plus, parce qu'il n'a pas pu les voir non plus, alors les deux. Donc ça, par exemple, c'est un projet, voilà, c'est un projet taille humaine. Après, je fais des petites œuvres, toutes petites aussi parfois. En fait, moi, je dirais que j'aime bien faire les deux, parce que typiquement après ce projet Félix, j'ai fait, qui était très intime, j'ai fait le projet à l'Opéra que je viens de présenter là à Genève et qui voyage au château de Versailles la semaine prochaine, et qui est un projet, c'est la première fois que je fais une scénographie d'opéra, et c'était avec 200 personnes en fait sur scène. Moi j'ai travaillé avec un atelier de 12 personnes, plus 15 personnes à la prod, plus
20 personnes, les machinaux, etc., les accessoiristes, etc. En fait, tu es là, tu es avec une équipe, tu bosses avec une équipe de 50 personnes sans même t'en rendre compte. Donc, c'est génial, il ne faut pas faire que ça parce que c'est usant. Donc, en fait, c'est vraiment c'est l'équilibre, en fait, entre toutes ces choses qui m'intéressent. C'est la collaboration des très grands projets et c'est l'intimité des plus petits projets. J'ai besoin des deux. Et effectivement, pour passer déjà à l'autre, pas forcément sur les matériaux, mais sur la forme, c'est fluide. C'est fluide, mais il y a un truc à savoir, c'est que tu ne peux pas sculpter en petit et te dire je vais le scanner en 3D et faire une imprimante 3D en gros. Ça ne marchera pas. C'est pas bon. Donc toujours, c'est resculpter. Donc moi, si je fais une sculpture de cette taille-là et qu'après je fais une sculpture taille humaine ou que je décide de la refaire en grand, si jamais il y a un passage où je m'inspire de la petite ou de la grande, c'est juste à la limite pour la structure, on va dire le squelette, mais jamais pour la sculpture elle-même. Parce que pour moi, c'est comme si la sculpture, elle n'était pas... elle ne fonctionne pas, en fait. Les différences d'échelle t'obligent à resculpter. Elles ne sont pas identiques. C'est pas identique et puis c'est moche. Tu fais une petite et tu la fais en très grand. Ça va être... en fait, c'est le détail qui marche en petit, en grand va paraître enfantin. Parce que tu peux pas avoir... parce que tu dois être beaucoup plus détaillé en grand. Et l'inverse aussi. Et l'inverse fonctionnerait, mais va scanner une sculpture de 8 mètres de haut. Donc, bon, après, si elle est en taille humaine, oui, ça peut marcher. Mais après, ça devient de l'ordre de la... On va dire du... C'est trop facile, quoi. Ça vient de l'ordre de... Je fais de la 3D, ensuite je m'en sors. Enfin, après, il manque l'aspect de savoir-faire que j'aime bien aussi. Après, je me sers aussi des nouvelles technologies ici et là, quand c'est nécessaire. Notamment pour faire le squelette. Ou pour gagner du temps parce que la structure, très bien, mais il faut donner un plan, donc tu fais des plans 3D, parce que tu dois bosser avec un ingénieur, et donc il faut avoir le même langage que l'ingénieur, voilà. Donc ça oui, d'utiliser des nouvelles techniques carrément, mais pas... voilà, je fais toujours la part des choses pour qu'il reste une part de sculpture et une part de fait main. Moi, j'ai une question sur ton parcours. Là, tu nous parles de choses qui sont incroyables, Versailles, Château Lacoste, etc. Comment on devient prunerie, en fait? Il y a une artiste qui a fait école school, une jeune artiste, et c'est quoi un peu ton parcours? Qu'est-ce qui te fait passer de sortie d'école à d'un coup prunerie? Enfin, pas toujours été prunerie, mais l'artiste vraiment qui fait des expositions incroyables. Non, et mon vrai nom. C'est un lieu incroyable en fait. Je pense qu'on a des étudiants et des artistes. Le Château Lacoste, l'opéra et tout ça, c'est cette année, quoi. Mais c'est des rêves. Oui, c'était pas l'année dernière. Enfin, ça a commencé bien sûr l'année dernière, puisqu'il a fallu le préparer. Mais je veux dire, il y a 2 ans, j'aurais même pas osé en rêver. Donc en fait, c'est juste par étapes. Tu peux pas brûler les étapes. Et là-dedans, il y a beaucoup d'expos nuls, de galères, de mauvaises rencontres, mais beaucoup de bonnes rencontres. Et je pense que c'est ça aussi qui fait la différence sur le passage, c'est sur le parcours, c'est les bonnes rencontres. C'est de savoir écouter son intuition et aller vers des gens qui t'apportent autant que tu leur donnes et non pas des gens qui te bouffent de l'énergie et qui derrière sont malsains. Parce qu'il y en a dans tous les milieux, dans tous les mondes. Parfois, tu n'as pas le choix. Quand tu collabores avec 200 personnes, il y en a une qui peut te pourrir la vie et comme toi, tu es empathique ou quoi, tu vas penser qu'à cette personne alors qu'il y en a 199 adorables. Mais c'est de faire la part des choses et d'apprendre au fur et à mesure et de collaborer au maximum avec des gens qui résonnent avec toi. Je prends un exemple. On était en 2010, j'avais le projet Terracotta j'avais le projet Holy Daughters en Inde, j'ai mon idée, très bien, je commence à sculpter, je suis partie en Inde faire des repérages, mais en fait, ça y est, j'ai les sculptures, j'ai fait la performance dans les rues de Delhi, maintenant je vais faire une expo à Paris, et, qui est ma ville, mais j'ai pas de galerie, je connais personne, etc.
et ben, j'avais rencontré en 2008, donc 3 ans avant, à Genève, à Bruxelles. Alors, je bossais avec une galerie avec qui je bossais plus depuis. Enfin, bon, quelqu'un qui était à ma table, et moi je me suis toujours dit, en fait, j'ai bossé avec cette galerie, j'ai fait cette expo qui était un peu nulle et ça, pour rencontrer cette personne ce jour-là à Bruxelles. Pourquoi ? Parce que cette personne qui s'appelle Tatiana Franck et qui avait le même âge que moi et qui à l'époque bossait à 25 ans pour Claude Picasso, elle s'occupait de toute sa collection et qui a été commissaire d'expo à 25 ans pour la première fois parce qu'il a cru en elle et qu'il a dit, toi, t'as le potentiel, est-ce que ça t'intéresserait ? Elle se retrouve à faire une expo de musée à son âge et moi je dis, quoi ? T'es commissaire d'expo ? Alors qu'elle vient juste de boire un verre dans mon atelier. Je dis, mais c'est mon rêve qu'on bosse ensemble, sois commissaire d'expo, après Picasso, tu fais moi. Et j'imaginais même pas qu'elle me dirait oui ou peut-être. Et elle m'a dit, mais j'en rêvais, je ne sais pas te le demander. Donc parfois, en fait, il y a des trucs comme ça qui se passent que tu n'oses pas dire et qui, en fait, si tu les dis, vont être un effet papillon qui va apporter des bonnes choses. Et en fait, de fil en aiguille, on a fait une expo, on s'est remonté les manches, elle a trouvé une collectionneur qui avait le même âge que nous, qui a dit moi je préachète des œuvres pour financer la prod de l'expo. Moi j'ai dit tiens, on n'a pas les moyens pour louer un lieu, mais on n'a pas une galerie, on n'a pas de truc, mais regarde si on va voir un broker, tu vois, quelqu'un qui loue, ou qui achète, ou qui vend des super beaux espaces à Paris, et que en fait le type tu lui dis tu vas pas le vendre d'ici 4 mois. Parce que de toute manière, le temps que tu fasses des visites, le temps que les papiers soient signés, ton lieu, tu l'as sur les bras et surtout comment tu fais venir du monde pour le visiter. Nous, on organise une expo, on invite plein de gens, on te loue à un prix super intéressant, sauf qu'il est immense le lieu, qu'il est super beau parce que toi, ton but c'est de le vendre très très cher et on te fait venir et on l'a que pendant 3 semaines. C'est des expos express où tu mets toute ta vie, tout ce que tu peux et ça dure que même pas 3 semaines, c'est genre 10 jours l'expo. Mais au moins, tu as fait un vernissage, tu as amené 800 personnes ce soir-là qui viennent voir le lieu et qui en même temps ont vu ton travail. Enfin, le lieu, ils s'en foutent, ils viennent pour voir le travail. Et ça, ces 800 personnes, je ne les aurais jamais fait venir sans cette collectionneur et cette commissaire d'expo qui ont travaillé dessus. Et c'était un travail d'équipe, en fait. Donc, et cette rencontre-là, Tatiana, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé au fur et à mesure des années. Elle a fait la commissaire d'expo de l'armée de terre cuite aussi à Zurich et puis ensuite à Mexico City. Et donc, de fil en aiguille, en fait, c'est aussi... Elle l'a fait à Mexico City parce que j'ai dit, attends, tu fais une expo de Picasso à Mexico City, je débarque parce qu'elle est sublime ton expo et que je viens de soutenir. Et qu'en fait, elle m'a dit, tiens, viens, on amène l'armée à Mexico. Et je dis, mais tellement un rêve. Et puis que ce soir-là, elle me présente un architecte qui me montre, comme vraiment par hasard sur son iPhone, un architecte mexicain qui montre un lieu qui est un musée paumé que Diego Rivera avait construit à l'époque comme un faux site archéologique. Pour lui, en plus, faire à la fois son studio et son mausolée avec Frida Kahlo, il voulait être enterré là, sauf que finalement le Panthéon local les a repris en disant non, on va les enterrer au Panthéon. Mais du coup, c'était censé être leur mausolée. C'est un faux site archéologique. Et moi, quand je vois ça, je dis non, mais en fait, là, il y a pile l'espace de mettre mon armée, c'est la même couleur, c'est sublime, je ne veux pas d'autre endroit. Et là, la directrice du musée, en contact avec Tatiana, elle me dit dans 4 mois, vous rigolez, jamais de la vie. Et en fait, on l'a eu à l'usure. Et on a réussi à mettre le truc. Et à la fin, elle a tellement aimé le projet qu'elle voulait l'enfouir. Et je dis, non, il faut que ça retourne en Chine. Donc en fait, c'est aussi, toi, tu sais ça, c'est d'y aller au culot. Voilà, au culot et puis à l'intuition, en fait. Donc, parce que si la chose doit se passer, elle se passera et qu'en fait, tu ne perds rien à tenter et à demander. Et tu sens si c'est juste, en fait. Tu sens en toi si c'est juste et si ça parle. En fait, ça m'est venu pendant l'expo là, la notion de white cube, comme on dit dans les musées. Ouais. En tant qu'architecte, nous on utilise futur architecte, on utilise l'urbain, la ville et tous les éléments qui existent déjà. On travaille dessus ce qui est scénographie, vidéographie. Et vous, en tant qu'artiste in situ, mais aussi là on peut voir artiste de musée. Comment vous faites pour appréhender les deux, donc le blanc, le total blanc, voilà, et le décor autour et les éléments qui peuvent
soit perturber, soit nourrir le projet. Carrément, ça c'est ma passion. J'adore. En fait, j'adore les deux. J'adore le fait que ce soit parfois l'un, parfois l'autre. En fait, quand il y a un décor hyper complexe, pour moi, tout d'un coup, je me transforme en mode in situ. C'est-à-dire que c'est le lieu qui est aussi important que l'œuvre et comment l'un et l'autre doivent dialoguer. Donc, que ce soit par exemple le paysage au Château Lacoste, ma sculpture, je l'ai positionnée en fonction pour que derrière il y ait les montagnes et que donc les jambes, le ventre, etc., quand tu vois avec la montagne derrière, il y a un dialogue. Qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme exemple? Les Holy Daughters, qui sont donc ces sculptures des petites filles hybrides entre la vache sacrée et la petite fille, je les ai posées à New Delhi en réfléchissant avec une sociologue en me disant indienne, qu'est-ce qui fait sens en fait à New Delhi comme choix de lieu? J'en ai 5 à poser. Je veux aller dans 5 quartiers avec des personnes différentes qui y vivent, que ce soit middle class, étudiants, etc., upper middle, et des petites filles d'un orphelinat. Donc vraiment, on a réfléchi à différents endroits qui faisaient sens. Mais le point d'ancrage de chaque, c'était qu'en fait, il y avait des sortes de petits, ils appellent ça des milk-booths, ils appellent ça Mother Dairy, donc c'est la mère chaque jour qui distribue, en fait, c'est des distributeurs de lait. Et c'est hyper kitsch, un peu à la 70, blanc et bleu, et tu mets ton roupie et ça te distribue du lait, toi tu arrives avec ta petite bouteille, comme si tu allais chez la fermière chercher ton lait, sauf que c'est partout dans la ville, comme nous on a des distributeurs de Coca-Cola. Ils ont des distributeurs de lait, tu retrouves ça en Suisse d'ailleurs, ils ont la même chose. Et du coup, moi, ça a été mes points d'ancrage pour que ça se fasse sens, que ma performance soit in situ par rapport à la ville de Delhi. J'avais un quadrillage comme ça en fonction, en réfléchissant avec une sociologue pour qu'il y ait différents types de personnes qui voient l'œuvre, et puis aussi qu'il y ait un fil directeur entre chacun de ces emplacements. Et après, la White Cube, pour moi, là, je me dis, en fait, dans un sens, quand il y a un décor, quand je dois faire in situ, c'est moi qui rentre dans l'univers de ce qui existe. Et quand il y a le White Cube, c'est les gens qui rentrent dans l'univers. Donc là, c'est moi qui deviens scénographe et qui met en scène, que ce soit les œuvres ou un décor, comme c'est le cas de Anima, cette sculpture où il y avait le tunnel pour rentrer. Là, j'ai bossé avec un scénographe super talentueux, super jeune, qui a fait les arts déco, qui par hasard est mon cousin, mais qui est extraordinaire. Et donc c'est un vrai hasard, parce qu'il est super talentueux. Ouais. Il est super génial, vraiment incroyable. Et en fait, je suis son travail. Il a fait un super beau projet au Théâtre du Coin. Je suis hyper fière de lui. Et moi, j'avais décidé de faire collaborer magicien, scénographe, artiste dans Anima, mais pour moi, la scénographie fait partie intégrante. C'est-à-dire que quand j'ai une expo avec une galerie, par exemple, je vais leur dire il y a toujours un budget de scénographie. Vous voulez, vous ne voulez pas, mais si vous voulez, il y a un budget de scénographie parce que pour moi, ça fait partie de l'expo. Et ça veut dire un budget, c'est pas des œuvres où ils vont pouvoir les vendre. Non, c'est des œuvres où on fait rentrer les gens dans une expérience. Et dans un lieu imprégné quelque chose? Imprégné carrément, le musée Guimet par exemple. Ouais. Le musée Guimet, c'est hyper imprégné. Il y a du parquet au sol, il y a des stèles en un certain type de pierre grise, il y a des œuvres partout de toutes les époques de plein de cultures, il y a un côté un peu poussiéreux et en même temps surstylé. Et du coup, avec mon cousin, le fameux, on a réfléchi comment est-ce qu'on pouvait créer des espaces de White Cube à l'intérieur d'un lieu aussi chargé. Et donc on a créé, je ne crois pas que j'ai l'image de ça, désolé ici, on a créé des sortes de socles blancs, mais l'arrière du socle c'était comme pété, un peu comme Angkor Wat, comme des temples, et l'arrière était gris, exactement comme la même pierre qu'on retrouvait partout dans le musée. Mais ça nous permettait de mettre des œuvres en dialogue dans ces espaces blancs. Et vous considérez ça
est-ce que vous considérez ça comme de l'in situ? Ouais, là c'était clairement in situ parce que on a fabriqué ces socles en fonction des socles du lieu. On a fait des socles à chaque fois différents en fonction des œuvres qu'on présentait. Donc c'était moi en fait qui allais dire cette œuvre-là sublime du XVe siècle, j'aimerais la proposer en dialogue avec cette œuvre que j'ai faite qui a exactement par hasard la même forme. Fractale, admettons, et donc il y avait un dialogue visuel qui se passait. Donc déjà, il y avait un choix de dialogue d'œuvre entre celle du passé et celle d'aujourd'hui. Et après, comme j'ai voulu aller un peu plus loin dans le in situ, j'ai décidé de faire un Bouddha géant, parce que quand tu rentres au musée Guimet, il y a une tête d'Angkor Wat qui est moulée en plâtre, et qui est en fait une des seules du musée qui n'a pas été, entre guillemets, prise à la culture, au pays, mais qui a été moulé sur place, et c'est le plâtre qui est devenu une œuvre. Le plâtre date de 1900 et des expositions universelles. Et je voulais mettre en avant le fait qu'effectivement, dans la culture, dans nos musées, on a beaucoup d'œuvres qui ne nous appartiennent pas. Et certaines sont vendues aujourd'hui, mais dans le musée Guimet, il y en a plein, et du coup, de faire mon Bouddha en plâtre, c'était un statement par rapport à ça, et surtout de le faire morceler. C'était un Bouddha de type afghan, parce que dans tout le musée Guimet, c'est le musée des arts asiatiques, mais il y a l'Afghanistan. Et il y a des Bouddhas de plein de cultures, des gros chinois, des fins thaïlandais, enfin tous les Bouddhas ne se ressemblent pas. En fonction de chaque culture, tu as des styles de Bouddha différents. Les Bouddhas afghans sont d'inspiration helléniste, grecque, donc avec un type que tu retrouves dans les statues grecques, tu vois, des nez très fins, très structurés, etc. Et moi, j'ai décidé de bosser là-dessus parce qu'en fait, il y avait à ce moment-là, tu sais, suite au Bouddha de Bamiyan qui avait été détruit, tu avais Palmyre qui venait aussi d'être détruit, qui sont des musées en Afghanistan qui étaient détruits par les talibans. Et les Bouddhas de Bamiyan avaient été détruits. Donc moi, j'ai fait les Bouddhas inspirés de Bamiyan, mais morcelés, cassés, mais structurés sur l'échelle du musée, c'est-à-dire la tête tout en haut, les pieds tout en bas, pour dire qu'il y avait une colonne vertébrale quand même et que c'était le musée. Et que l'œuvre s'appelait La destruction n'est pas une fin en soi. Donc, pour dire que tu peux détruire un Bouddha, mais que finalement son absence dans la falaise qui annonçait les deux tours jumelles à New York, puisque c'était vraiment deux Bouddhas comme deux tours jumelles dans les falaises de Bamiyan en Afghanistan, et ça a été juste avant, la première fois qu'on a entendu parler des talibans, c'était la destruction de ces Bouddhas. Ils ont été détruits, mais leur absence dans la falaise finalement est symboliquement aussi puissante que leur présence. Donc tu peux détruire une sculpture, mais tu ne peux pas détruire une idée. Je crois qu'on avait une question là aussi. Yes, it's okay when I speak in English. Absolutely. I think the movies basically piece of art. So, the movie is a piece of art. Thank you. Wow. And I really think that like how your mind works, it's beautiful. And what you think. And I guess it's just what you ask how you are today. Thank you. It's been 6 years, which is a good step, because 5 years is an important step. So I'm super afraid all the time that something is coming back, because when it happens once, you feel that you're never safe. But I'm working on it. but I'm okay. It's just once your body fails you, you have the impression that if you push too much, which I'm doing every day because I love my work, you're in danger. So it's that mix between passion and danger all the time. Maybe I like it. Moi j'ai une question, c'est par rapport à ta maladie et le fait de faire un film. Il n'y a pas eu des moments où tu t'es dit, senti trop fatigué, ou même par rapport à ton projet, etc. et tout, où tu t'es dit, tu n'avais peut-être plus la force de le faire ou quoi, ou est-ce que ça a été compliqué par rapport à ça ou pas? Vraiment, c'est vraiment une thérapie vraiment pour toi. En fait, ça a pris du temps parce que le moment où j'ai filmé, c'était à chaque étape du parcours. Mais j'ai commencé le montage finalement après les traitements, après l'Amazon, après la fin des traitements, après la célébration de la fin des traitements, etc. Donc en fait, il y a quand même eu 2 ans, tu vois, le film il a mis 2 ans à être fait.
Donc je dirais 1 an de film, de traitement, de machin, 1 an de montage, 1 mois de montage, quelque chose. Et voilà. Donc ça a été par étapes. Et je dirais que quand tu es malade, ce qui est le plus dur, bizarrement, je ne sais pas si vous avez des personnes malades autour de vous, en tout cas qui passent par ces phases de chimiothérapie, le truc le plus étrange, c'est que tu te dis, ah bah, je finis ma chimiothérapie, je suis guérie. Et en fait, c'est ce que tout le monde pense. Sauf qu'en fait, c'est le moment le plus dur. De la même manière, quand une femme, après un accouchement, on appelle ça le postpartum, la dépression postpartum, le baby blues, bah, en fait, tu as la chimio blues. Et en fait, c'est là où autant avant ça, tu es un survivant, un battant, tu es dans le combat, autant l'après, tout le monde pense, ah bah c'est bon, la chimio est tranquille, les cheveux commencent à repousser. Et en fait, c'est là où tu n'as plus d'énergie, t'es en dépression, vraiment. Et moi, je trouve que ce qui a été le plus dur pour moi, ça a été l'après-chimio. Et donc ça, j'en parle dans le livre, justement, c'est le genre de truc dont je parle dans le livre, je parle de plein de trucs pratico-pratiques, comme par exemple le fait que pour moi, mon cancer, il était à droite. Sauf qu'à chaque fois, j'étais là à dire au médecin, mais à droite, ma droite, hein, pas votre droite. Et là, je me dis, mais c'est tellement compliqué, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le côté cœur et le côté droit? Comme ça, tu sais qu'il n'y a pas de gauche-droite, il y a côté cœur, côté droit. Donc quand c'est pas côté cœur, c'est côté droit. C'est toujours côté. Voilà, c'est le droit de lui et de moi. Là, je suis perdue de moi. Alors, ça tu vois, c'est dingue. C'est que parce que toi, quand tu regardes ma droite, c'est pas ma. Oui, ta droite, c'est pas ma droite, tu vois. Et puis pareil pour les résultats. En fait, tu reçois un résultat positif, tu pleures. Tu reçois un résultat négatif, tu es trop content. Ah non, moi je reçois un truc négatif. Quand on est négatif, en fait, je suis censée être triste. Donc en fait, il y a des absurdités dans le monde médical, dans le discours médical. C'est des détails, mais c'est quand même des détails importants parce que moi j'ai une amie qui s'est fait retirer de tous les côtés par le médecin qui a mal lu. Donc, et sa vie entière est foutue parce qu'elle a une tumeur de l'autre. Donc elle a un côté avec une tumeur qu'elle a dû enlever. Donc sur, on va dire, les 100% qu'elle avait, on aurait dû lui enlever 30% avec la tumeur et il serait resté 20% d'un côté, 50% de l'autre, elle aurait pu vivre normalement. Maintenant, on lui a enlevé les 50% de mauvais côté et après on a dû lui renlever la tumeur, il lui reste 20% et sa vie est foutue. Donc en fait, c'est pas un petit problème. Des fois, ça vient même pas de la maladie, mais plutôt des fois de la compréhension et de cette charge mentale en fait qui est d'autant plus en fait qui devient limite plus compliquée que la maladie en elle-même. En fait, c'est ça. Ouais, complètement. Et la charge mentale, elle est aussi du côté des médecins et des infirmières. Donc, moi, j'en parle dans le livre parce que je me suis intéressée à la médecine narrative, qui est donc enseignée maintenant à Columbia, à l'université à New York, sur cette idée justement que la question de l'empathie. Comment est-ce qu'on peut demander à des médecins d'être empathiques alors que si ça se trouve, ils ont le même problème dans leur propre famille ou leur femme ou au quotidien, et comment est-ce qu'on peut leur demander d'être sympas au quotidien? Moi, je suis tombée sur beaucoup d'infirmières ou de médecins pas sympas du tout, alors que c'est juste qu'ils étaient super fatigués. C'est juste qu'ils avaient vécu la même chose que moi et qu'ils étaient là tous les jours obligés d'être à l'hôpital. C'est parce que je leur ai posé des questions qu'en fait je me suis rendu compte que c'est pour ça qu'ils étaient durs et qu'il y a toujours une raison derrière ça et qu'on leur laisse pas le temps de souffler. Et c'est dur d'être empathique. En fait, certains se font des façades pour se protéger. C'est normal, comme moi aussi je me suis protégée pendant ma maladie. Donc en fait, il y a plein de petites notions comme ça dans le monde médical ou même quand on est une femme, le monde médical ne pense pas forcément à vous le dire, mais si vous avez un examen comme un IRM et que vous avez votre cycle et que en fait vous êtes juste avant votre cycle et que vous allez faire votre IRM, et ben tous vos vaisseaux sanguins sont boostés et du coup les résultats vont être faussés. Donc on va vous dire attention, il y a peut-être quelque chose, il faudrait que vous fassiez. Vous êtes stressé parce que vous pensez que peut-être le cancer est revenu et en même temps ils vous disent qu'il faut faire l'examen une deuxième fois. Comment ça se fait que quand vous prenez rendez-vous pour un examen, on ne vous demande pas, vous êtes une femme, oui, à votre voix, ou même parce que vous nous dites, bon, vous avez votre cycle, où vous en êtes dans votre cycle, parce qu'il faut venir que de telle période à telle période. Je veux dire, ça devrait être un système, ça ne devrait même pas être une question. Ça, ou alors le fait que quand vous avez une mastectomie, moi je pensais qu'ils avaient tout enlevé, et on rentre dans le détail, hein, mais ça peut servir. Quand on a une mastectomie, on pense qu'ils ont enlevé tous les tissus, alors qu'en fait, certains tissus-là, je n'en savais rien, sauf que quand j'ai eu la chance d'avoir un enfant après tous mes traitements, j'ai décidé de l'allaiter, et d'un côté, et en fait, j'ai senti des boules de l'autre côté, et je me suis dit, en fait, le cancer est revenu. Parce qu'une grossesse, c'est un boost d'hormones, que le cancer, c'est hormonodépendant, enfin, tu
tu pars dans des films, alors qu'en fait, non, c'est juste qu'il reste quelques tissus, et que toi, t'en sais rien, et que, en fait, bah, le lait est coincé, et que ça crée des boules, en fait. Donc, c'est des choses comme ça qui sont, mais essentielles à connaître, parce que sinon, tu rentres dans un cycle flippant, et c'est tout ça que j'ai voulu mettre dans le livre pour compléter le film, parce que le film ne pouvait pas parler de ça. Ouais, donc il y a ce truc de, on se penche directement sur la maladie, donc c'est la chose à combattre en fait. Mais au final, on se rend compte que toutes ces choses qui sont à côté sont essentielles en fait dans ce combat-là, et on a tendance à penser que c'est des détails, mais c'est très très important. Ouais. En fait, je pense qu'on vit tous en sursis, on est tous destinés à mourir, mais en fait, l'humain est ainsi fait, et tant mieux, qu'on n'en a aucune conscience. On vit comme si on était immortel. Et que quand une maladie t'arrive, à toi ou à tes proches, bah, en fait, tu te rends compte de ta mortalité. Et donc, ça impacte tout ton univers. Et forcément, bah, après, tu as du mal à revenir à cette innocence de l'immortalité. Mais sentez-vous immortel. Je vous déprime pour l'année là. Non, pas du tout. C'est là que aussi, comme vous dites, on fait beaucoup confiance au corps médical, qu'ils savent et c'est ça. Mais des questions aussi simples, est-ce que vous êtes sur le bon endroit? Oui. Et ça peut sauver votre vie, parce que je ne sais pas comment. Il faut être proactif, ouais. Constamment dans ce qu'on fait. Des fois, on se fait aussi, on peut faire confiance. Ou bien, vous voyez, quand vous posez des questions, ils sont un peu embêtés. C'est pas grave. Moi, j'ai été très embêtante. Voilà. Et en fait, je crois que chacun doit affronter les choses telles que sont. Si Oui. vous avez cette curiosité, si pour vous c'est important de savoir les démarches que vous devez faire, autant poser des questions que de les garder et dire ah oui, je vais c'est pas important ou des choses comme ça qui sont dangereux en fait. Bah, en fait, c'est des êtres humains et tous les êtres humains ont droit à l'erreur. Et eux aussi, ils ont des problèmes dans leur vie quotidienne. Alors, on parle même pas, ça c'était avant le Covid. Mais là, après le Covid, avec le manque de médecins, de corps médical, d'infirmiers qui ont galéré, les pauvres, pendant tout ce temps-là, qui plein ont lâché leur job pour partir faire autre chose, tellement ils étaient saturés. Mais ils étaient déjà dans une situation précaire. Et ils le sont encore plus après le Covid. Donc en fait, et tous les gens qu'on a laissés, qui avaient des cancers, et on a dit non, Covid first, en oubliant tous ces gens-là, on va avoir des bombes rétroactives de tout ça. Donc en fait, plus que jamais, on a besoin de médecins, d'infirmiers. Plus que jamais, on a besoin de leur donner le temps d'être formés, de leur donner le temps de respirer, de leur donner le temps d'être bien payés. L'éducation et le monde médical ne sont pas assez bien payés, les infirmiers et les professeurs, alors que c'est la base de notre société. Et là, avec ce qui se passe en Ukraine, bon, bah, on va rajouter de l'argent pour la sécurité. Voilà. Mais il n'y a rien d'autre à faire. C'est ce qu'il faut faire parce qu'on n'est pas en sécurité. Non, ça donne énormément d'espoir. Je ne vais pas vous prendre plus de temps, hein, c'était super. Vous travaillez beaucoup avec polystyrène, des choses comme ça qui sont très aussi. Bonne question. Très bonne question. Alors, je ne travaille pas beaucoup avec le polystyrène. J'ai travaillé 2 fois avec le polystyrène et ça a été 2 fois mon cauchemar. La première fois, c'était pendant guillemets et c'était des problématiques de poids. Et en fait, de poids et de timing et de budget. Et en fait, j'ai été reconfrontée à ce même problème au moment de l'opéra. Où là j'avais dit attention, je ne peux pas refaire la même bêtise, il ne faut pas qu'on utilise tel matériel, ils m'ont tous dit oui. Et puis après, quand j'ai amené le projet, et moi j'étais scénographe, je dessinais, et que je leur ai dit alors qu'est-ce qu'on utilise dans les temps qu'on a, le budget qu'on a, etc. Et ils m'ont tous dit bah en fait t'as pas le choix, c'est ça. J'ai dit mais non, moi je vous avais proposé ça, et ça vous m'avez dit oui. Et en fait, on se rend compte que c'est ça l'absurdité de notre civilisation. C'est que c'est comme tout ce qu'on achète en Chine, qui fait la moitié du monde pour venir jusqu'à nous, et qui coûte beaucoup moins cher, et qu'en fait, tout ce qui est moins bon pour la santé, l'environnement, etc., et tout ce qui rentre dans les budgets, et ce qui rentre dans les timings de la plupart des gens. Et le monde
de l'éphémère, que ce soit les salons, que ce soit les spectacles, etc., en fait, sont sur une économie qui n'est pas réaliste en termes de budget et de temps pour utiliser des matériaux qui sont pérennes. Donc, d'un côté, j'ai le Château Lacoste où je fais tout pour utiliser de la terre crue, très peu de terre cuite, de la pierre en fondation, pas de béton, pas de ciment, etc. On fait tout sécher au soleil, j'ai mis 3 architectes sur le coup, etc., etc. Et pourtant, on n'a pas non plus, c'est un truc que je fais pro bono, j'ai aucun budget, quoi. C'est vraiment un truc qu'on fait, tout le monde travaille pro bono pour le plaisir de ce projet-là, pour le plaisir d'être au Château Lacoste aussi, parce que voilà, c'est un échange artistique. Et ben, malgré tout ça, derrière, j'ai été confrontée, malgré moi, j'ai eu l'impression d'être dans une impasse. Donc je pense que moi, ma réflexion, c'est comment est-ce que tous ces matériaux-là sont recyclés. Donc comment ce décor-là va vivre, puis être recyclé. Et donc on y travaille. Et le Bouddha, il est vivant, il est là, il existe, c'est une œuvre, elle n'est pas perdue. On est en train de réfléchir à comment la pérenniser pour que ça soit une sculpture. Donc elle n'est pas jetée, elle ne va pas être brûlée, elle vit. Donc elle est présente autant qu'une sculpture en bronze. Après, il y a aussi toujours la problématique de l'artisanat et de la pièce unique. Quel est leur impact versus des salons immenses. Là, je reviens de Art Genève, qui est un salon d'art contemporain. Il y avait de la moquette partout. Je me dis, mais comment ils utilisent encore de la moquette? Et moi, j'ai soulevé le problème au directeur. À quoi ça sert la moquette? Il y a du béton partout, les galeries préfèrent le béton. Pourquoi mettre de la moquette? Et en fait, ça, c'est un salon. Mais à l'échelle de tous les salons qui se passent dans le monde, et la moquette, elle n'est pas recyclée. Donc, en fait, on a des problèmes à beaucoup plus grande échelle. Il faut regarder l'industriel et soulever ces problèmes à l'échelle, effectivement, du spectacle, de l'événementiel, du cinéma, qui sont les industries de l'éphémère. Sur un Bouddha qui reste, qui est une pièce unique, et finalement, oui, mais si c'est un... Moi, j'essaye à chaque fois, vous pouvez demander à mes équipes, à Franck, que Tatiana connaît, qui est mon bras droit, c'est toujours tout en haut du cahier des charges. Quel matériau on va utiliser? Et sur l'opéra, je me suis fait avoir, parce que tout ce que j'avais demandé, en gros, ils m'ont dit, c'est soit tu fais rien et tu vas avoir un plateau nu, soit tu acceptes nos conditions. Voilà. Et c'était pas malgré eux, hein. Ils disaient, mais nous, on recycle à la maison. Nous, on a des poubelles, on fait le tri. Je fais, ok. Ouais, mais en fait, c'est kafkaïen. C'est paradoxal et c'est pas de la mauvaise. C'est en fait, les gens sont dépassés. Comme là, j'ai été dépassée entre ma demande et le résultat. Au moment où on a dû commencer à construire, on m'a dit, en fait, non. C'est soit ça, soit rien. Donc c'est ça, Ouais, ça c'est du polystyrène, recouvert de plâtre, comme le musée Guimet. Et le grand bonhomme, c'est de la. Je peux le dire ici parce qu'on n'est pas dans le théâtre, de la corde. On ne peut pas le dire au théâtre. Non, t'as pas le droit, c'est un mot interdit. Ça porte malheur, parce qu'en fait, au théâtre, ça vient des débuts du théâtre, enfin, genre du XVIIe siècle. La plupart des marins étaient ceux qu'on engageait pour être machinistes, et donc manipuler les cordes. Et sur un bateau, ça portait malheur de dire corde, et donc ça s'est transféré au théâtre. J'aurais fait fureur d'ailleurs, si j'avais pu faire la même chose à la première. Je me disais, il faut peut-être que tu me le fasses pour la seconde, ça fait dingue. Je ressemblerais à la suite. J'adore. C'est le 19 là. 19 mars. Où? À Versailles. Versailles, au château de Versailles. L'opéra de Versailles. Ok. Ouais, chaud. Voilà. Merci beaucoup. Merci.